Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Retour, s'il vous plaît. Oui, monsieur. D'accord. Alors, on continue le cours. Avant d'apporter la suite, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux dernières séances? Est-ce que vous avez compris les vecteurs à distance, les algorithmes à vecteurs de distance, par exemple? Est-ce que vous avez... Oui, monsieur, c'était clair. oui. Les autres, s'il vous plaît. Bon, on s'était arrêté avec les algorithmes dits à état des liens. On appelait les algorithmes dits à état des liens. La différence بيناتهم et les algorithmes à vecteur de distance, c'est que Huma, ils ne vont pas envoyer toute la table. Ils vont envoyer simplement le coût de chaque lien qu'ils connaissent lorsqu'il y a eu une modification dans le temps. C'est-à-dire qu'il est calculé au départ. S'ils trouvent que ça a changé au cours du temps, donc ils vont les donner, ils vont les distribuer à leurs voisins. Et donc chacun de ces nœuds va gérer une matrice de coûts. Donc c'est quoi une matrice de coûts? Donc c'est une matrice qui va rassembler toutes les liaisons que je connais et le coût qui lui est associé. Donc ça va ressembler à peu près à... Alors je ne sais pas si j'ai mis l'exemple. Voilà. Donc là vous avez... Voilà, vous avez cet exemple, vous avez 1, 2, 3, donc il y a 5 nœuds qui sont interconnectés à travers des liaisons. Donc on a le coût de ces liaisons-là. Ok. Donc ce coût peut changer au fur du temps. Donc il n'est pas fixe. Ça pourrait être le débit, ça pourrait être le temps de transmission, ça pourrait être une évaluation de la fiabilité. Bon, on n'en sait pas. L'essentiel, c'est un coût que je vais gérer. Donc la matrice des coûts, c'est quoi? Donc c'est une matrice. Donc vous avez une matrice carrée précisément. Donc vous allez avoir ici tous les nœuds qui ont été répertoriés, c'est-à-dire qui sont connus dans le réseau. Donc là j'ai A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Et chacun va gérer sa table. Donc là vous avez A, ça c'est la matrice d'une A, ça c'est la matrice d'une B, et ainsi de suite. Donc si au début, donc A, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît la liaison qui le relie à C et la liaison qui le relie à B. Et donc il connaît son coût. Alors, une remarque très importante, c'est que là, dans cet exemple, on suppose que le coût pour aller de A à C et de C à A est le même. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire dans la majorité des cas, les liaisons sont complètement indépendantes. C'est-à-dire que si vous comptez le débit dans un sens n'est pas forcément le débit dans l'autre sens. Parce que vous avez affaire, en général, à des câbles différents. Ce n'est pas le même câble que vous utilisez ou le même câble physique ou bien le même brin. En général, vous avez affaire à deux canaux différents que vous empruntez dans les deux sens. Ok. Donc ce n'est pas forcément le même coût. Là, on a supposé que c'est le même coût, mais sachez qu'on peut avoir un coût différent dans un sens par rapport à l'autre. Ok. Donc là, si j'ai supposé que c'est le même coût, forcément, donc le coût pour aller de la liaison AC est le même que celui de CA. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Donc chacun va gérer ce type de matrice. C'est ce qu'on appelle une matrice de coût. À quoi elle va servir cette matrice de coût? À calculer le routage, c'est-à-dire à calculer tous les chemins permettant d'aller d'un point vers un autre dans mon réseau. Ok, c'est ce que je vais faire après pour déterminer les routes optimales. Bon, s'il vous plaît, on est à la fin de la séance du semestre, mais je ne comprends pas pourquoi vous arrivez toujours en retard. Normalement, le cours il commence à 9h40. Soyez là à 9h40. Hein. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas ailleurs. Donc, c'est pas à 9h45 que vous commencez parce que vous me dérangez. Bon, on continue. Donc, le routage, c'est quoi? C'est de trouver justement tous les chemins possibles allant d'un nœud vers tous les autres nœuds de mon réseau.
Donc je vais construire donc ces chemins-là. Alors la connaissance de A initialement, c'est-à-dire en termes de chemin, c'est simplement, elle ne connaît pas d'ailleurs l'existence de D et E, elle connaît simplement l'existence de C et de B. Donc elle sait que pour aller à B, donc elle peut y aller donc avec un coût qui est égal à 4. Et elle sait que pour aller à C, donc elle a un chemin donc qui a un coût qui est égal à 10. B, alors qu'est-ce qu'il sait B? Il sait, bon, il connaît lui tous les nœuds. Il sait que pour aller initialement donc à A, donc il y va avec un coût qui est égal à 4. Et pour aller à C, il y va avec un coût qui est égal à 2. Et pour aller à D, il y va avec un coût qui est égal à 9. Et à E avec un coût qui est égal à 21. Et ainsi de suite. Donc ça c'est initialement, c'est-à-dire avant que les nœuds ne vont commencer à s'échanger les informations qu'ils détiennent. Donc ensuite, chacun va envoyer l'information sur les liaisons qu'il connaît. Donc A, il connaît par exemple cette liaison-là, c'est-à-dire entre A et C. Donc il envoie vers B. Bon, C ne va pas forcément, C va informer A et B va informer A de cette liaison qui a un coût qui est égal à 2. Ici, donc DE bon, vont informer B de ça, c'est-à-dire ils ne vont pas leur enseigner ce grand chose parce qu'il connaît déjà cette information. Par contre, B va informer A et C sur ces deux liaisons là donc qu'ils ne connaissent pas. Et donc ils vont aussi rajouter dans leur base de connaissances qu'il y a deux nœuds qu'ils ne connaissent pas à l'instant 0, c'est-à-dire les nœuds D. Donc après échange donc des informations sur ces liaisons-là et de leur extrémité, donc le routage, en tout cas ma connaissance sur le routage, va évoluer. Donc par exemple si je suis au niveau du nœud A, il sait par exemple que pour aller à B, bon, il a deux chemins, il peut passer par il peut aller directement vers AB avec un coût qui est égal à 4, ou bien passer par C avec un coût moins optimal, c'est-à-dire c'est 10 plus 2, ça lui donne 12. Il sait que pour aller à C, donc il peut y aller via B avec un coût qui est égal à 6, ou bien y aller directement avec un coût supérieur qui est égal à 10. Il sait maintenant qu'il peut aller vers D, soit par B, soit par C. Alors par B, donc ça va coûter 4 plus 9, ça lui fait 13. S'il passe par C, ça va lui coûter 10, 2, 12, 9, 21. Ok. Et il sait aussi qu'il y a, donc il va rajouter l'élément E, donc E, il peut y aller soit par C, soit par B. Donc par B, donc ça va lui coûter 4 plus 21, 25. Par C, ça va lui coûter 10, 12, plus 21, ça lui fait 33. Donc ça c'est pour la table de A. Donc là, il a identifié tous les chemins possibles. Après, bon, il faut déterminer le chemin optimal. Donc le chemin optimal, ça va être celui qui a moindre coût. C'est-à-dire que dans notre cas, bon, pour aller vers B, donc ça va être à travers B. Donc ça sera ce lien. Pour aller vers C, donc ça sera ce chemin-là, c'est-à-dire qui passe par B. Ensuite, pour aller vers D, ça sera toujours à travers B. Et vers E, ce sera aussi à travers B. Donc, ça, c'est les chemins optimaux que je vais considérer. Les autres, je peux ne pas les considérer parce qu'ils ne sont pas optimaux. Alors, la deuxième table, celle de B. Bon, alors B, il avait presque connaissance de tout, sauf de cette liaison. Donc là, il va mettre à jour pour ajouter donc les autres routes qu'il ne connaît pas. Donc il sait maintenant qu'il a la possibilité d'aller vers A à travers une autre route en passant par C. Bon, mais ça ne sera pas forcément le chemin optimal. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va rajouter ce qui est en rouge ici, c'est-à-dire qu'il
qui va dire que donc à partir de B, je peux aller vers A en passant par C avec un coût qui est égal à 12. Mais bon, il aura lui toujours le chemin optimal, hein, c'est-à-dire 4 directement. Et il sait qu'il peut aller aussi vers C, ok, via A, donc en passant, oui, en passant par A, donc avec un coût qui est égal à 14. Donc lui, il a le chemin optimal direct, qui est égal à 2. Et il sait qu'il peut aller vers D, ça il savait déjà. Oui, il peut aussi prendre un chemin compliqué pour aller vers A, c'est-à-dire faire donc A, C, B, D. Ok, donc ça c'est un peu compliqué, mais il a toujours le chemin optimal direct avec un coût inférieur à 9. Idem pour E, hein, donc je peux compliquer la tâche, faire ici ce circuit pour aller vers E. Mais bon, c'est toujours moins coûteux que d'y aller. C'est toujours plus coûteux que d'aller directement. Donc il a le chemin optimal initial qui lui permet d'aller vers E. Donc ça, c'est tous les chemins possibles, hein. Et parmi ces chemins possibles, il y a le chemin optimal que je vais retenir dans ma table de routage. Alors, pour le nœud C, kiff kiff, donc là, C comme A va apprendre qu'il y a d'autres routeurs, c'est-à-dire DE à travers B. Hein, donc quand il va communiquer justement le coût de ces liaisons-là, donc je vais mettre à jour ma table et donc je vais apprendre de nouveaux chemins. Donc je sais que pour aller vers A, je peux passer par B au lieu d'y aller directement, mais cette fois-ci avec un coût inférieur qui est égal à 6. Je peux aussi aller à B à travers A, donc avec un coût aussi supérieur qui est égal à 14. Donc le chemin optimal reste toujours le chemin direct. Pour aller vers D, je peux passer par D, je peux passer par B. Donc avec un coût qui est égal à 11. Et vers E avec un coût qui est égal à 2 plus 21, 23. Ok. Sinon, je peux toujours passer par A aussi. Donc là, si je passe par A, ça va faire 10, 4, 14 et 9, 23. Ou bien, et vers E, ça va être 14 plus 21, 35. Ok. Mais les chemins optimaux, à partir de... Partant de C, donc ça va être... Donc pour aller vers A, ça va être à travers B. Pour aller vers B, ça va être direct. Pour aller vers D, c'est en passant par B. Et pour aller vers E, c'est en passant par B. Ok, ça c'est les chemins optimaux à partir de C. Pour le nœud D, donc lui, il va apprendre à travers B, lorsque B va lui partager ses connaissances, qu'il y a aussi deux nœuds qu'il ne connaissait pas, c'est A et C. Donc là, il va trouver les routes, il va apprendre les routes, là, il va construire les routes pour aller vers les nœuds A et C. Et donc, le meilleur chemin pour aller de D vers A, c'est celui qui passe par B, donc avec un coût qui est égal à 13. Et il peut aller aussi vers C avec un coût qui est égal à 11. Et il peut aller vers E avec un coût qui est égal à 30. Ok, parce qu'il ne connaissait pas non plus E, hein, au départ. Donc là, il a appris l'existence de 3 autres nœuds et les chemins qui mènent vers ces nœuds-là. Il a construit les chemins qui mènent vers ces 3 nœuds. Alors, idem pour E, donc elle va apprendre l'existence de A, C et D et va calculer le coût de ces chemins. Donc pour aller vers A, donc toujours passant par B, j'ai pas d'autre chemin. Et donc le coût c'est 21 plus 4. S'il y a un autre chemin, donc là je vais pas répertorier tous les chemins, mais normalement il y a un chemin soit, oui, par P, non, oui, il y a un seul chemin par P, pardon, oui, il y a un seul chemin par P, mais le plus optimal par B c'est 21, 4, ça nous fait 25, alors ce que j'ai mis là pour aller vers A c'est 21, normalement plus 4, 25, pourquoi j'ai mis 23?
Alors, allons vers A de E. Via B, c'est 25. Hein. Là, on va corriger. Ok, donc c'est 25. 21 plus 4, 25. Ensuite, pour aller vers B, c'est 21. Pour aller vers C, via B, donc c'est... Alors, C, c'est 21 plus 2, ça fait 23, oui. Et pour aller vers D, c'est 21 plus 9, c'est 30. Ok. Bon, là, je peux remarquer que en passant par B, il y a plusieurs chemins. Moi, je considère le moins coûteux, c'est-à-dire l'optimal. Hein. Je ne vais pas mettre ici toutes les possibilités. De toute façon, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de retracer le coût le minimal passant par un voisin. Ok, parce que je peux faire EBA ou bien EBCA. Mais en passant par B, donc je considère celui qui est le moins coûteux, c'est-à-dire celui qui a un coût qui est égal à 25. Et pas celui qui a un coût qui est égal à... Alors 21, 2, ça vous fait 23, 33. D'accord. Donc voilà, donc là j'ai identifié toutes les routes. Moi, ce qui m'intéresse moi dans l'étape de routage, c'est considérer les chemins optimaux, c'est-à-dire ceux qui ont un coût moindre par rapport justement à la métrique. Donc à partir de là, je peux construire ma table de routage. Donc à chaque fois qu'il y a une modification dans les liaisons, c'est-à-dire que si A va constater que le coût il va diminuer, donc il va informer B. Il va lui envoyer l'état de cette liaison-là. B, donc il va recalculer sa matrice de coût, c'est-à-dire celle qu'on avait vue tout à l'heure, ce qui lui permet de recalculer les chemins. Il va lui-même donc envoyer, c'est-à-dire même avant de calculer, il va aussi informer ses voisins. C'est-à-dire lui, il va calculer, mais en parallèle, il va informer ses propres voisins que la route, que la liaison a été, le coût il a été modifié. Donc je vais informer D et E pour qu'ils prennent en compte éventuellement ça dans le calcul de leur table de routage. Donc chacun va remodifier dès qu'il a une information nouvelle sur l'état d'une liaison pour qu'il puisse voir si elle a un impact sur le routage ou non. Ok, donc c'est un algorithme plus réactif que celui à vecteur de distance, parce que je n'attends pas de calculer toute la table pour envoyer. Dès que j'ai constaté, moi, une modification sur l'état d'une liaison, donc j'informe mes voisins qui eux aussi vont informer leurs propres voisins, et on recalcule donc notre table jusqu'à arriver à une convergence. C'est-à-dire que là, normalement, les tables sont convergentes. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu de modification, il n'y a rien ne va modifier. Hein. C'est-à-dire que là, en une étape, en une phase, je suis arrivé à avoir des tables complètes qui sont stables. Elles sont stables, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin, même si vous échangez les informations, il n'y aura rien de changé. Hein. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu de modification dans le coût d'une liaison, il n'y aura pas de modification dans les tables. Et si je continue à envoyer les mêmes informations, ça ne changera rien au niveau des tables. Ça va rester les mêmes. Donc je suis arrivé à des tables qui ont convergé. Hein. Okay, c'est-à-dire qu'on est arrivé vers une valeur stable qui ne va pas être modifiée tant que les valeurs restent inchangées. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet algorithme, à état des liens? Non, mais c'est clair. Ok, tout le monde? D'accord. Oui, c'est clair. Ok, donc bon, là on a pris un exemple de 4 routeurs. Si on se met dans le contexte d'Internet, dans Internet, vous avez des milliers et des milliers de routeurs. C'est-à-dire que c'est un réseau planétaire. C'est un réseau qui met en connexion des milliards et des milliards de machines. Donc vous imaginez le nombre de routeurs qui peut exister. Je dis des milliers, peut-être c'était des dizaines de milliers de routeurs qu'on va retrouver pour interconnecter justement ces réseaux-là. Donc, lorsque je vais mettre justement des algorithmes de routage pour recalculer les tables, il est quasiment impossible de pouvoir les faire coordonner tous. C'est-à-dire si vous avez 10 milliers de routeurs, si chacun d'eux devait rentrer en contact avec les 9, combien il y en a, les 9000, si on dit 10 000, donc ça fera 9999 routeurs. Donc c'est compliqué, ça va générer un trafic énorme. Et donc l'une des solutions pour essayer de réduire la complexité, l'effort de calcul,
et aussi le coût à l'échange de l'information, parce que vous devez échanger l'information au détriment de la transmission de l'information utile. Parce que là, on a de la bande passante, on a un débit qui est normalement réservé pour le transfert de la donnée utile. Mais une partie de ce débit-là, je vais la réserver pour justement la gestion de l'information de service. Ce que j'appelle l'information de service, c'est l'information, par exemple, qui va servir à configurer les routeurs, à mettre à jour le protocole de routage. Donc ça peut avoir un coût au détriment du transfert des données. Donc il faudrait que je simplifie la tâche. Et l'une des techniques pour alléger, si vous voulez, la charge du réseau, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un routage hiérarchique. C'est-à-dire que je vais découper le réseau en domaines, en domaines de gestion de routage. C'est-à-dire que ce sera des groupes indépendants dans le réseau. Ça, en général, c'est des domaines soit géographiques, ou bien des domaines par rapport à la proximité, ou bien par rapport à l'aspect. Mais en tout cas, je vais regrouper donc les routeurs, certains routeurs, en clusters, c'est-à-dire en groupes, en domaines qui travaillent de manière totalement autonome. Et à quoi ça va ressembler? C'est que là, voilà, donc j'ai ici donc un domaine, c'est-à-dire qu'il y a des routeurs à l'intérieur qui peuvent collaborer pour changer leur table de routage. Et là, j'ai un autre domaine, des routeurs qui collaborent pour échanger leur table de routage. Ok. Maintenant, comment est-ce que c'est quand je dis autonome, ça ne veut pas dire qu'ils ne communiquent pas ces domaines. Si, ils communiquent, mais lorsque j'ai besoin de communiquer pour acheminer la donnée, je passe par un routeur spécial qu'on appelle routeur de bordure. C'est-à-dire que là, à l'intérieur de ce domaine-là, le protocole de routage va donner l'étape de routage pour acheminer l'information à l'intérieur du domaine, mais aussi vers ce qu'on appelle ces routeurs de bordure. Et lorsque l'information arrive sur le routeur de bordure, lui, c'est-à-dire il va créer donc il a des protocoles pour justement interconnecter les domaines entre eux. C'est-à-dire si j'ai besoin de passer d'un domaine vers un autre, et donc choisir quel est le bon domaine, c'est-à-dire calculer l'étape de routage pour choisir le bon chemin pour aller d'un domaine vers un autre. C'est-à-dire que si j'ai une machine ici et j'ai une machine là, ok. Donc bon, à travers l'adresse ou là, ça dépend si je fais le routage, donc on va me déterminer que pour acheminer le paquet, il faut traverser un chemin à l'intérieur du domaine pour aller vers ce domaine de bordure. Donc ça, c'est un protocole de routage interne qui va me calculer donc l'étape de routage et me donner le chemin qui mène vers ce routeur de bordure. Le routeur de bordure, il va lui identifier quel est le prochain domaine vers lequel transiter le paquet pour pouvoir arriver vers la destination. Donc une fois que le paquet arrive ici, c'est la même histoire. C'est-à-dire je vais déterminer le chemin vers le prochain routeur de bordure pour arriver vers, en tout cas pour acheminer le paquet vers la destination. Bon, alors si par exemple la machine elle est directement reliée à ce routeur de bordure, c'est bon. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est là, je lui donne donc le paquet. Donc il y aura deux types de protocoles. Il y a des protocoles de routage. Alors rappelons, quand on dit protocole de routage, ce n'est pas le protocole d'acheminement, c'est le protocole qui permet de construire l'étape de routage. Donc il y aura un protocole de construction d'étapes interne, c'est-à-dire qui va faire collaborer tous les routeurs faisant partie ou là, appartenant au même domaine. Donc ce sont des domaines indépendants. D'ailleurs on les appelle AS pour Autonomous System. Okay, c'est-à-dire des systèmes autonomes. Donc là, chacun, donc, en tout cas chaque routeur dans le domaine va collaborer avec les autres du même domaine pour échanger ces informations, mais pas avec ceux de l'extérieur. Donc ça permet de réduire le trafic. C'est-à-dire si je suis là, je ne partage mon information qu'avec les routeurs qui appartiennent au même domaine. Et là aussi, avec le même domaine, ce qui va permettre de réduire le trafic échangé. Okay. Donc le principe, c'est de pouvoir construire les chemins, tous les chemins possibles à l'intérieur d'un domaine. Parmi les routeurs faisant partie de ce domaine, il y a les routeurs de bordure qui, eux, le rôle de Home, c'est d'assurer l'interconnexion des domaines. Donc il y a deux types de protocoles. Il y a un protocole de routage qui va permettre de construire les tables intra-domaine, dans chaque domaine, et il y a un protocole de routage qui permettra de construire les tables de routage extra-domaine, c'est-à-dire pour acheminer le paquet entre domaines. Okay. Parce que ce n'est pas la même philosophie de construction dans le domaine et entre les domaines. Donc il y aura deux protocoles de routage.
qu'on va établir. Ok, donc un protocole de routage qui construit les tables dans le domaine et un protocole de routage qui construit les tables pour relier les domaines entre eux. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc les protocoles inter au domaine, IGP, et les protocoles externes au domaine, EGP. D'accord. Donc lorsque je travaille de cette façon, c'est-à-dire de manière hiérarchique, ce qu'on appelle un routage hiérarchique. Donc ça, c'est ce qui est utilisé dans Internet. Parce que le nombre de routeurs, il est très très important. C'est-à-dire, moi j'ai dit tout à l'heure 10 000, mais en fait, quand je ne connais pas le nombre, peut-être largement supérieur à ça. Et donc, si j'avais utilisé un routage à plat, c'est-à-dire que tous les routeurs participaient justement à l'effort du calcul, ça serait une opération très complexe et très coûteuse. Donc, il fallait subdiviser en domaines pour justement réduire le trafic et permettre une meilleure justement modification et une meilleure réactivité. C'est-à-dire, lorsque vous réduisez le nombre de routeurs, donc la modification des tables de routage sera plus facile et plus rapide que si j'avais à considérer justement tous les routeurs faisant partie par exemple du réseau Internet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point-là? Non, monsieur. Alors, dans le concret, il y a plusieurs protocoles de routage qui ont été implémentés. Ça, c'est l'implémentation des protocoles de routage, c'est-à-dire que les méthodes qui permettent d'implémenter les tables de routage, comment les calculer. Donc, on avait vu les techniques de manière générale, c'est-à-dire à vecteur de distance, à état de lien. Donc, mais concrètement, quels sont les protocoles qui vont être utilisés, qui vont être installés, implémentés dans les routeurs? Donc là, il y a un certain nombre d'exemples. Donc, vous avez le premier protocole qui a été implémenté, qui a été longtemps utilisé, c'est le protocole RIP, Routing Information Protocol. Donc ça, c'était un protocole qui utilise la technique vecteur à distance, c'est-à-dire qu'on calcule l'étape de routage, on s'échange d'étapes de routage. Par la suite, on avait dit que HADA n'était pas très réactif. Et donc, dans le contexte d'Internet, donc il a été remplacé par OSPF, qui est un routage à lien, c'est-à-dire qui calcule l'étape de routage à partir de la matrice de coût. Donc on s'échange l'état à liés Internet pour utiliser. Donc quand je dis utiliser dans Internet, ça ne veut pas dire dans tout Internet. C'est-à-dire dans des domaines. Parce que quand on dit Internet, donc on a dit tout à l'heure qu'il est préférable de subdiviser dans des domaines. Donc OSPF peut être par exemple un routage qui va être utilisé à l'intérieur d'un domaine. Entre les domaines, j'utilise un autre protocole. Donc même d'ailleurs, pour revenir à ça, là, par exemple, quand je prends des domaines, je peux utiliser un protocole de routage différent. Je peux utiliser par exemple un OSPF, là je peux utiliser RIP, ok, et là je peux réutiliser OSPF parce que ce sont complètement des domaines indépendants. Entre les domaines, là j'utilise un autre protocole qui est adapté. Alors il y a IS qui est aussi l'un parmi les premiers protocoles qui ont été déterminés. Donc c'est un protocole aussi à état des liens. Alors ça c'est des protocoles qui ont été définis aussi dans le contexte d'Internet. Donc il y a IGRP, vous avez aussi Cisco, vous avez EGP et BGP. Donc EGP est un protocole externe donc, qui a été utilisé dans Internet et BGP qui est un protocole interne qui a été utilisé, enfin interne et externe hein, parce qu'il a deux variantes. Il a IBGP qui est utilisé à l'intérieur des domaines et EBGP qui est utilisé à l'extérieur des domaines. Donc là vous voyez qu'il y a pas mal de protocoles qui ont été développés pour les réseaux. Bon, le routage, je ne l'utilise pas que pour Internet. Hein. C'est-à-dire vous pouvez avoir votre propre réseau chez vous, si vous avez 3 routeurs, et si vous voulez que les tables ne soient pas fixes. Parce que ça, quand on dit protocole de routage, c'est lorsqu'on admet que les tables de routage doivent être mises à jour. Okay. Donc, s'il n'est pas fixe, si le routage n'est pas fixe, c'est-à-dire que si les tables ne sont pas figées, c'est là où je dois les recalculer. Parce que je peux adopter un routage fixe, c'est-à-dire manuellement configurer les routes au niveau des routeurs et ne jamais les changer. Mais ça peut avoir un problème lorsque le réseau est important. C'est-à-dire lorsque j'ai beaucoup de routeurs, là ça peut avoir un problème parce que le routage fixe ne prend pas en compte justement les modifications ou la mise à jour qu'il peut avoir dans le réseau. Maintenant, s'il y a une panne, s'il y a une liaison qui a été enlevée, s'il y a de nouvelles machines qui ont été introduites, s'il y a un nouveau réseau qui a été introduit, il faut à chaque fois venir et modifier manuellement l'étape de routage. Donc si j'ai affaire à plusieurs routeurs, si j'ai par exemple une centaine de routeurs dans mon réseau global,
Donc là, ça pose un problème. Il faut venir, changer, ça peut être une tâche assez compliquée, sachant qu'il faut refaire le routage manuellement. Maintenant, je dois recalculer, voir si je ne me trompe pas, si les routes que je choisis sont les routes optimales. Donc ça ne se fait pas de manière automatique. Donc là, lorsque le nombre de routeurs devient assez important, il est préférable de passer un routage adaptatif. Donc le routage adaptatif, il va installer quoi? Il va installer l'un de ces protocoles. Donc il va permettre de collaborer, donc les routeurs entre eux, pour trouver à chaque fois le chemin optimal qui mène d'une source vers une destination. En tout cas, de toutes les sources vers toutes les destinations de mon réseau. D'accord? Donc on a vu, c'est-à-dire on a vu les deux méthodes, les deux principales méthodes, c'est-à-dire un vecteur de distance ou là état des liens. Donc ça, il faut choisir, c'est-à-dire en fonction de ce que j'ai envie d'implémenter, j'ai les protocoles qui vont avec. Donc soit RIP, si j'ai envie d'avoir un protocole à vecteur de distance, ou la OSPF, ou la IS pour les protocoles à état des liens. D'accord? Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, dans un réseau large qui m'a Internet où j'ai affaire à des milliers et des milliers de routeurs, là il est clair qu'il faut diviser en domaines, c'est-à-dire il faut utiliser le routage hiérarchique parce que je ne peux pas collaborer tous les routeurs entre eux. Donc là je vais installer deux niveaux de protocole, un protocole de routage intérieur au domaine et un protocole extérieur de domaine qui permet de faire communiquer les domaines entre eux pour pouvoir acheminer, en tout cas pour pouvoir recalculer l'étape à chaque fois et de manière optimale sans que ça ait une incidence sur les performances du réseau global. Est-ce qu'il y a des questions générales sur le routage? Parce que là on a terminé avec cette partie. Bon, monsieur. Sur le chat, rien? Ok. Donc on a vu deux techniques pour l'acheminement de l'information dans un réseau que je peux implémenter et que je peux cohabiter. Quand je dis cohabiter, c'est-à-dire qu'un même nœud peut faire de la commutation, peut faire de le routage en fonction du besoin, en fonction de ce qu'on lui a demandé et en fonction de l'application. Ok. Donc c'est pas, c'est-à-dire dans la réalité, c'est pas un routeur, c'est pas un commutateur. Ça peut être un même équipement qui, selon par exemple l'application le paquet qui va transiter, on va faire du routage et des fois on fait de la commutation et de ce que aussi doit demander le paquet, parce que le paquet peut demander par exemple il demande explicitement par exemple de créer un circuit. Dans ce cas là je suis dans la commutation, ou bien il ne demande pas de créer un circuit, là je suis forcément dans le routage. Okay. Donc la différence entre commutation et de routage, c'est la façon dont le chemin va être construit. Si le chemin il est construit avant l'envoi des données, là je suis forcément dans la commutation. Si le chemin est construit pendant l'envoi des données, je suis dans le routage. Donc c'est ça la différence importante et numéro 1 entre la commutation et le routage. C'est-à-dire que la commutation, lorsqu'elle veut envoyer les données, elle a déjà le chemin, elle l'a déjà en tête, c'est-à-dire elle sait quel est le chemin qu'elle va prendre. Et ce chemin-là, il a été choisi, c'est-à-dire peut-être qu'il ne va pas changer, c'est-à-dire que toutes les données vont prendre le même chemin, si je le choisis. Et donc quand je vais identifier la route, je ne vais pas l'identifier par rapport à la destination, mais je vais l'identifier par rapport à l'itinéraire, c'est-à-dire par quel nœud je vais passer. Donc je vais utiliser une référence qui va me dire voilà le chemin que je vais prendre. Alors que dans le routage, non, je ne connais pas encore le chemin. Donc la seule information que j'ai, c'est l'information sur la destination, l'adresse de destination, l'adresse logique de destination. Donc quand je passe par les routeurs, à chaque fois, j'interroge les routeurs sur ma destination et comment y aller, c'est-à-dire comment accéder à cette... Parce que des fois je suis obligé de revenir parce qu'il y a des demandes de connexion. Voilà, donc là donc on va s'intéresser à la différence entre routage et commutation. Donc on vous dit le premier point, la décision de routage est prise pour chaque paquet par chacun des routeurs traversé hop by hop, c'est-à-dire saut par saut. Il n'y a aucun contexte d'acheminement mémorisé, c'est-à-dire que je ne garde rien. Quand le paquet va arriver au niveau d'un routeur, il pose la question. Il dit je ne connais pas le chemin pour aller vers la destination,
donnez-moi la prochaine sortie pour arriver vers ma destination. Donc il pose la question au routeur, et donc les routeurs, grâce à leur table de routage, on avait vu comment on construit les tables de routage, vont déterminer la prochaine sortie. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours la même réponse. Donc on vient de voir que les tables de routage sont recalculées de manière continue, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours la même table. Si je suis dans un routage adaptatif, la sortie peut changer. C'est-à-dire maintenant on me dit tu sors par là, dans une heure on me dit non, tu prends tel chemin, tu prends telle sortie, une autre sortie. Donc la réponse peut être différente. Alors que dans la commutation, non. C'est-à-dire si vous avez choisi au départ une référence d'un chemin, ça sera toujours le même chemin. Si vous donnez au paquet la même référence et aux autres paquets, vous allez toujours emprunter le même chemin. Donc le chemin, il est tracé dès le départ. Dans le routage, non. Il est recalculé. C'est-à-dire que c'est une réponse qu'il faut toujours, c'est une question qu'il faut toujours poser au routeur. Et la réponse peut être différente d'un moment à un autre, en fonction de ce que j'ai dans ma table de routage. Alors, quand on considère le routage, il est plus flexible que la commutation. Parce qu'il peut m'offrir plusieurs alternatives à mon chemin, en fonction de l'état du réseau. C'est-à-dire qu'il prend en compte l'état du réseau lorsqu'il me donne une réponse à ma question de routage. Donc s'il y a des pannes, s'il y a une destruction ou une partie du réseau qui est non fonctionnelle, pour différents réseaux, je suis en état de guerre, ou là il y a une catastrophe naturelle qui s'est produite, donc il y a un moment d'infrastructure qui est en panne, donc il va trouver des solutions alternatives, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver un chemin qui puisse justement acheminer mes données en fonction justement de l'état, en fonction de l'encombrement, en fonction de ce qui est encore valable par rapport à ce qui est en panne. Donc il va essayer d'apporter une solution alternative par rapport à l'état normal, si je suis dans un état exceptionnel. Donc là, c'est plus flexible que dans la commutation, parce que la commutation, là, elle te dit, voilà, tu prends ton chemin, tu te débrouilles. C'est-à-dire, je ne me soucie pas à ce que le chemin a été endommagé, ou là, est-ce qu'il est opérationnel ou non. Moi, quand je l'ai calculé, il fonctionnait. Maintenant, s'il ne fonctionne pas, je n'ai pas d'autre possibilité à t'offrir. Ça, c'est un inconvénient. D'accord? Donc le routage, il est plus flexible, c'est-à-dire qu'il prend en compte l'état du réseau lorsqu'il offre une route au paquet qui traverse. Il essaie de lui donner donc la meilleure solution par rapport à l'état actuel du réseau. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin qui va vous offrir tout ce que vous voulez. Non, c'est le chemin qui répond à l'état T, à l'instant T. Ok, c'est-à-dire c'est ce que j'ai actuellement, je te l'offre. D'accord. Par contre, l'inconvénient à le routage, c'est que si à chaque fois j'arrive au niveau d'un routeur et je pose la question, c'est-à-dire que je remonte le paquet, je le traite, je vérifie s'il ne contient pas d'erreur et je repose la question au routeur, quel est la chemin de sortie? Le routeur il doit me regarder dans sa table pour me donner cette réponse. Ça consomme du temps. Ça consomme aussi de la CPU. Donc c'est une opération plus lente à implémenter. C'est-à-dire que si je dois acheminer donc un paquet par routage, ou là je dois l'acheminer par commutation, il est clair que par routage ça va prendre plus de temps. Ok, c'est comme si je reviens toujours vers le réseau routier. C'est comme si vous, encore une fois, vous faites du tourisme et vous allez comme ça, à chaque fois vous arrêtez dans une ville pour demander quel est le chemin pour arriver à votre destination. On va dire que votre destination c'est Oran. Donc voilà, vous perdez du temps parce que vous sortez de votre voiture, vous interrogez quelqu'un, etc. Vous dites tiens, je vais prendre cette route. Voilà, donc vous choisissez. Par contre, la commutation, non, vous prenez l'autoroute, votre chemin il est connu. Là, vous prenez le GPS vous utilisez le GPS qui a au début déterminé le chemin que vous devez prendre. Donc vous choisissez votre GPS et vous ne changez pas. Donc le GPS sera avec l'autoroute, tu prends l'autoroute et tu es censé arriver à la destination. Donc c'est plus rapide. Tu n'as aucune question à te poser. Ton chemin il a été tracé dès le départ. Donc en termes de temps, la commutation elle est plus rapide. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a aucun arrêt. Le chemin il a été déterminé, j'ai la référence de mon chemin, je le suis avec le chemin. Je ne le quitte pas. Je ne cherche pas à prendre une route que je ne connais pas. Non. Je sais que l'autoroute, si je la prends, forcément tout droit, j'arrive à Oran. À un certain moment. Ok, donc c'est dans le contexte des réseaux informatiques, c'est le même principe. C'est-à-dire que le routage, à chaque fois que vous posez la question quand vous arrivez au routeur,
la commutation, non, vous n'avez pas à poser de questions, votre chemin a été identifié, donc vous suivez ce qu'on vous a tracé dès le départ. Donc l'inconvénient, c'est le temps d'acheminement, qui est normalement plus lent dans le routage que par rapport à la commutation. Alors, en mode commutation, j'utilise forcément je dois être en mode connecté. Pourquoi en mode connecté? Dans la plupart du temps, hein, c'est que quand on établit le chemin, le chemin il a été établi dès le départ, donc il faut normalement être connecté avec la destination. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'alerte avant la destination que, bon c'est pas toujours le cas, mais en général quand on fait par exemple la commutation par circuit, notamment dans la commutation de circuit, il faut travailler, ou là il faut avertir donc le destinataire que je vais lui envoyer de la donnée. Donc le chemin devrait être construit en collaboration avec justement le destinataire. Donc ça, c'est aussi une deuxième différence, c'est que la commutation travaille en général, je dis bien en général, en mode connecté, alors que le routage, lui, en général, il travaille en mode non connecté. Quand je dis mode non connecté, c'est-à-dire que quand je vais envoyer le paquet, je ne cherche pas déjà à avertir la destination que le paquet va arriver. C'est que le routage en lui-même travaille en mode non connecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas contact avec la destination finale. C'est que quand j'établis j'essaie de construire le chemin donc progressivement, à aucun moment j'ai un besoin de connecter à la destination, de me connecter à la destination ou d'avertir la destination que je vais lui envoyer donc de la donnée. Donc le routage n'implique pas forcément de travailler en mode connecté. C'est plus en mode non connecté. Bon, je peux maintenant envoyer un paquet à l'avance, c'est-à-dire que c'est un paquet qui avertit que je vais lui envoyer à la destination, que je vais envoyer d'autres données. C'est-à-dire que je vais avertir la destination que est-ce que je peux lui envoyer les données. Mais le routage en lui-même, hein, c'est-à-dire que le routage n'a pas besoin de rentrer en connexion avec la destination. C'est quand j'ai un paquet qui me dit voilà, j'ai envie d'aller vers telle destination, donc le routeur ne va pas se connecter avec la destination pour lui dire est-ce que je vais t'envoyer ce paquet. Non, c'est-à-dire qu'il prend la décision terre ou localement, il va trouver quelle est la sortie vers laquelle il route le paquet. Donc il n'y a pas besoin de rentrer en contact avec la destination pour lui demander l'autorisation de lui envoyer le paquet. C'est pour ça qu'on dit que le routage travaille en mode non connecté. Ok. Donc je ne sais pas si vous saisissez cette différence. Alors aussi, donc la table de commutation contient un identifiant de flux attribué lors de la phase d'établissement, étiquette et la voie à prendre. Ça c'est ce qu'on a expliqué au début, c'est-à-dire que contrairement au routage, oui, la décision de routage se fait par rapport à l'adresse de destination. Dans la commutation, non, c'est bon, c'est-à-dire le chemin a été choisi dès le départ, et donc moi ce que je vais transporter dans le paquet, c'est la référence du chemin, à chaque fois. Donc les commutateurs, routeurs vont regarder cette référence, ils savent comment commuter, c'est-à-dire en lisant la référence dans le chemin, ils savent que l'entrée pour telle entrée, voici la destination. Il me semble qu'on a donné un exemple avec l'algorithme MPLS, cette histoire de référence, des références à un chemin, donc qui sont distribuées au niveau des nœuds, des commutateurs, ou bien on peut empiler aussi les références, et à chaque fois qu'on passe par un commutateur, on dépile donc la première référence, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à destination. Donc ça, on a déjà donné un exemple qui explique ce principe de référence. Donc là, je ne vais pas expliquer parce que je l'ai déjà donné. Voilà, donc dans la commutation, je reviens rapidement justement sur un PLS. Ce qu'on a aussi, on a des commutateurs de bordure, hein, qu'on appelle les LCR. Donc c'est eux qui vont calculer les chemins. C'est-à-dire que quand vous avez un paquet avec une adresse, il arrive, il demande à faire de la commutation et non pas du routage. Donc là, le LCR, donc il va déterminer, il va lui donner, il va lui enlever l'adresse logique, il va lui donner à la place une référence de chemin. C'est-à-dire une référence d'un chemin préalablement calculé. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, maintenant tu as cette référence, tu prends tel chemin pour arriver à ta destination.
Donc c'est ce qu'on appelle une étiquette. Et donc cette étiquette va déterminer un chemin qui mène vers le prochain LCR pour aboutir vers la destination. Et donc là, ce n'est pas un routage, c'est de la commutation. C'est-à-dire que le chemin a été calculé au départ, à l'entrée du réseau, pour aller vers une destination. Et donc les nœuds intermédiaires, en regardant la référence, ils savent comment commuter. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire ils vont pas déterminer avec quelle est éventuellement la prochaine sortie, ou là ils vont pas faire par exemple une mise à jour d'étapes. Non, les étapes sont toujours les mêmes. Donc on a simplement à connaître justement l'interprétation de ces références. C'est-à-dire qu'il faudra distribuer ces références à tous les nœuds pour que ces nœuds-là sachent, c'est-à-dire lorsqu'un paquet arrive avec cette référence, ils savent que s'il vient de là, ils doivent, avec une référence bien identifiée, il doit être acheminé vers une sortie aussi qui est bien identifiée. Donc le chemin ne va jamais changer lorsqu'il a une référence bien déterminée. Donc tous les paquets qui ont la même référence vont emprunter le même chemin. Et donc ça c'est une différence importante, c'est-à-dire que dans la commutation, il n'y a pas de décision à prendre. Si les schémas ont été choisis, donc j'applique simplement ce qui a été demandé, ce qui a été exigé, ce qui a été choisi comme chemin. Donc il n'y a pas un recalcul d'étapes, il y a des tables simplement à exécuter. Il n'y a pas de table à recalculer, ou là à modifier, ou là à mettre à jour, comme c'est le cas dans le routage. Donc non, c'est-à-dire ce qui a été choisi au départ par le LCS va être appliqué, exécuté à la lettre pour justement acheminer les données vers les destinations finales. Ce qui fait en sorte que dans la commutation, les paquets prennent toujours les mêmes chemins. C'est-à-dire que s'ils ont la même référence, et ça sera toujours le même chemin physique qui va être emprunté, contrairement au routage. Dans le routage, si vous avez plusieurs paquets qui ont la même adresse logique, c'est-à-dire qui connaissent la même destination de l'adresse logique, donc ils ne vont pas forcément emprunter le même chemin, parce que la décision de routage peut changer. C'est-à-dire là, je dis, voilà, j'ai envie d'aller vers telle destination. Bon, à l'instant T, je tombe sur quelqu'un, il va me dire, tu prends cette route. Ben, dans une heure, il va me dire, non, tu prends telle autre route. Donc c'est ça le routage. C'est-à-dire que je n'ai pas la même réponse à la même question dans le temps, parce que les chemins peuvent évoluer en fonction de l'état du réseau. Alors que dans la commutation, non, c'est toujours le même chemin le même chemin physique qui est emprunté si je donne la même référence. Bon, ça on l'a dit, c'est que le routage donc exprime donc dans la donnée à transporter donc l'adresse de destination, alors que dans la commutation c'est la référence du chemin qui a été choisi au départ. Alors maintenant en termes de performance, si j'essaie de comparer routage et commutation, donc il est clair, on avait dit tout à l'heure que le routage était plus flexible parce qu'il prenait en compte l'état du réseau. C'est-à-dire que est-ce que l'état du réseau permet justement de prendre tel chemin ou non. C'est-à-dire en fonction de est-ce que les chemins sont encombrés, est-ce qu'ils sont valables ou viables, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de panne, est-ce que les routeurs sont fonctionnels. Donc il adapte ce routage pour prendre en compte justement ces informations-là. Et ces informations changent, elles ne sont pas fixes. Par contre, la commutation, non, elle ne prend pas en compte ces aspects-là. Mais la commutation, elle me permet à chaque fois de choisir quasiment le chemin qui me réduit le temps de transfert. C'est-à-dire quand je donne un chemin au départ, tu le prends. Mais peut-être que ce chemin-là, il n'est plus fonctionnel. Ça, je ne sais pas. Mais tel qu'il a été choisi, c'est-à-dire à l'avance, quand je prends la route, je choisis toujours en général la route qui me convient le plus. Mais peut-être qu'il y a eu un incident en cours de route, c'est-à-dire il se peut que la route a été bloquée ou elle a été fermée. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais s'il n'y a pas d'incident, ça sera toujours la route optimale. Donc, il va me permettre, donc la commutation va me permettre quelque part de choisir le chemin le plus court en termes de temps et de me garantir aussi les meilleures performances parce que je l'aurais choisi à l'avance. J'aurais pu je vais négocier pour avoir le meilleur chemin, mais à l'avance. Par contre, le routage, il vous offre, certes, il prend en compte l'état du réseau, mais il vous donne ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il vous donne ce qu'il peut par rapport à l'état du réseau. Ok. Donc, c'est deux philosophies différentes. La commutation, elle coûte très cher. C'est-à-dire, ça peut être un peu contradictoire.
Mais le fait de connaître tous les chemins, c'est-à-dire pour pouvoir connaître tous les chemins et construire des références pour tous les chemins, et garantir justement un chemin au départ, au préalable, qui soit le plus optimal possible, ça c'est un coût énorme. C'est-à-dire que si on devait par exemple transférer les données pour toutes les sources vers toutes les destinations en utilisant par exemple la commutation par circuit, ça aurait un coût énorme en termes de gestion, etc. Parce qu'il faut garder les références au niveau de chaque des nœuds. Je ne dois pas partager mon chemin avec d'autres. Donc là, ça peut avoir une incidence en termes de coût. Donc la commutation n'est pas toujours facile à implémenter, ou là n'est pas toujours facile aussi à utiliser. Donc je ne peux l'utiliser que dans des réseaux aussi qui sont limités en termes de nœuds et aussi en termes de trafic. Maintenant, si on considère Internet, il est clair qu'on ne peut pas utiliser par exemple la commutation, parce que la commutation elle aura un coût très très important. C'est pour ça qu'on opte plus pour le routage que par rapport à la commutation, même si le routage n'est pas, si vous voulez, rapide en termes de temps d'acheminement. Il est moins rapide que la commutation. Donc, dans la réalité, dans le concret, c'est que dans certains cas, on va faire le routage, dans la majorité des cas d'ailleurs. C'est-à-dire que pour le transfert de données, c'est ce qu'on va utiliser, c'est le routage. Et dans certains cas, lorsque j'ai besoin par exemple d'accélérer l'acheminement des données, là je vais utiliser la commutation. Donc c'est en fonction de ce que veut en fin de compte l'application. Donc l'application, si elle veut, donc certaines applications qui m'a la visioconférence là, on va faire un mix, routage et commutation, parce qu'on a besoin d'accélérer les données, et pour construire le chemin, on a besoin de faire appel au routage. Donc dans d'autres cas, on va utiliser simplement que le routage. Et dans des cas plus rares, on va utiliser que de la commutation. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit un mix des deux, c'est-à-dire une collaboration des deux techniques, ou là une coordination des deux techniques pour justement l'acheminement des données. Bon, là on a un tableau comparatif entre les deux méthodes. Donc on vous dit, donc si je suis en commutation, donc la majorité des cas, donc je vais travailler en mode connecté, c'est-à-dire que je dois avertir la destination finale que je vais lui envoyer les données. Si je suis en routage, non. En majorité des cas, je travaille en mode non connecté. Alors le circuit, par exemple, qui est offert en commutation, il est permanent durant tous les champs, c'est-à-dire que pendant que j'envoie les données, donc je vais maintenir le circuit donc valable. Dans le routage, il n'y a pas de circuit. Donc j'essaie d'acheminer les données de manière indépendante, c'est-à-dire que les paquets vont prendre des chemins différents, sans qu'il y ait de circuit qui est préétabli. Résistance à la défaillance. Donc s'il y a une panne, il est clair que le circuit sera non opérationnel. C'est-à-dire s'il y a un nœud faisant partie du circuit qui tombe en panne, et bien le circuit relâche. Donc quand on parle d'un circuit de commutation de circuit standard. Dans le mode, dans le routage, oui, c'est-à-dire s'il y a une panne donc d'un nœud ou bien d'une liaison, je peux toujours trouver un chemin alternatif pour acheminer mes paquets. Donc là, c'est plus flexible. C'est pour ça qu'on parle de solution flexible, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'état du réseau. Garantie de séquencement, c'est-à-dire quand on prend un circuit ou un chemin, je garantis que les données arrivent dans l'ordre dans lequel elles ont été envoyées. Ça, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que ça vous évite de faire un travail supplémentaire à l'arrivée, c'est-à-dire reséquencer les données. Dans le routage, le fait que les paquets peuvent prendre des chemins différents, parce que la réponse de routage elle est différente, donc fait en sorte que ces mêmes paquets vont arriver dans un ordre différent au niveau de la destination, et donc la destination aura un travail supplémentaire, c'est celui de reséquencer, c'est-à-dire replacer les paquets dans l'ordre dans lequel elles ont été envoyées par l'émetteur. D'accord. Donc ça c'est un travail en plus que je dois faire dans le routage. Est-ce que alors quand on dit optimisation du réseau, c'est-à-dire est-ce que je gère au mieux les ressources du réseau? Quand on regarde le routage, oui, le routage gère mieux les ressources du réseau, parce qu'il essaie de trouver, d'équilibrer la charge. Quand vous faites du routage, vous essayez de ne pas toujours prendre les mêmes chemins, mais d'essayer de voir comment prendre tous les chemins alternatifs. C'est-à-dire vous essayez d'équilibrer la charge sur le réseau pour qu'il ne soit pas encombré. Par contre, le fait de prendre toujours le même chemin pour tous les paquets, là, ça va mener à des surcharges. C'est le cas de la commutation. La commutation n'est pas une solution flexible, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte l'état du réseau.
Et donc, pour une meilleure gestion du réseau, il vaut mieux utiliser le routage. Optimisation de l'acheminement, c'est bien sûr la commutation. Le fait, à chaque fois, elle essaie d'apporter la meilleure solution possible, c'est que le chemin, il est défini à l'avance, c'est le meilleur chemin. Donc, là, vous allez garantir une optimisation dans l'acheminement en termes de temps de transfert vers la destination. Contrairement au routage qui, lui, n'est pas forcément ne vous offre pas toujours la meilleure ou le meilleur chemin possible, c'est-à-dire que vous perdez du temps à chaque fois que vous posez la question au niveau des routeurs. Donc ça, c'est un temps perdu par rapport à si vous devez utiliser de la commutation. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? مسيو الميكس تاع الكوميوتاسيون لو روتاج Oui. اسكو يقدر يكون ما بين في مليمتر الكاشنو كوميوتاسيون من لو نو حتى الديستيناتور Alors, je vais te هذاك donner un يكون exemple concret pour t'expliquer quand est-ce qu'on va faire un mix entre les deux, et notamment dans la commutation de circuit. Quand tu fais la commutation de circuit, le circuit, avant qu'il ne soit établi, tu vas faire appel au routage. C'est-à-dire que quand tu veux construire le chemin qui te mène vers la destination, donc tu peux faire appel au routage. C'est-à-dire que tu demandes au routeur, par exemple, de construire le chemin du circuit. Tu ne l'as pas encore. Tu n'as pas encore ce chemin. Donc, les chemins, avant de les donner, il faut les construire. Comment je vais les construire? Je vais les construire avec routage. Je n'ai pas le choix. C'est que le premier paquet qui va établir le chemin, il va faire du routage. Il va faire nœud par nœud. Si je ne connais pas encore le réseau. Ok. Donc, si j'ai envie de faire un circuit de A, par exemple, d'une source vers une destination, je dois parcourir le nœud et demander quel est le chemin optimal. Une fois que j'ai trouvé le chemin optimal, là je le garde, c'est-à-dire je vais enregistrer tous les nœuds par lesquels je dois traverser. Donc le circuit, là, il est établi. Donc là, j'ai deux phases. La phase de l'établissement du circuit, j'ai utilisé le routage. Une fois que le circuit a été établi, le chemin a été identifié, il ne va plus changer. Là, je vais utiliser la commutation, c'est-à-dire que pour le transfert des données, par la suite, ça va être de la commutation. C'est-à-dire que je ne vais plus mettre l'adresse de destination. C'est que le premier paquet qui a permis de construire le circuit, lui, il a utilisé l'adresse logique de destination pour construire le chemin, le circuit qui vient de la source vers la destination. Une fois que le circuit a été construit, le chemin a été identifié, les données qui vont suivre vont remplacer l'adresse de destination par la référence du circuit. Ok, donc là, ça va être de la commutation jusqu'à que le circuit va être défait. Donc il y a deux phases. Il y a une phase d'établissement du circuit qui a nécessité de faire appel au routage. Pour le transfert des données, là je vais utiliser quasiment la référence du chemin, c'est que le chemin ne va plus changer. Donc tous les paquets vont prendre le même chemin identifié par le circuit. Donc là c'est une collaboration où il y a un mix entre les deux techniques, routage et commutation. انا جو دير او ميم طون باغ اكزومبل من لا ماشين ا حتى لو نو باغ اكزومبل 5 Oui, ça peut être le cas. فوالا من بعد من لو نو 5 حتى لا ماشين بي يدير لو روتاج Tout à لي fait. دو او ميم Oui, tout à fait. Tu peux avoir ça dans les réseaux. Par exemple, dans Internet, tu peux avoir ça. Ça dépend des réseaux que tu traverses. En fait, quand tout dépend des réseaux que tu traverses. Ça peut être une configuration. C'est-à-dire, quand j'ai acheté, je suis le réseau d'IALE, par exemple le réseau de Webswap, on achète les routeurs, on peut configurer dans les routeurs d'utiliser simplement de la commutation. C'est-à-dire les programmes qu'on va mettre dans les nœuds, bon, je les appelle routeurs, là, moi je devrais les appeler commutateurs. Donc je vais mettre simplement de la commutation, c'est-à-dire quand j'ai envie de transférer des données entre une faculté et une autre, je donne le chemin qui traverse, c'est-à-dire le chemin qui passe par les routeurs intermédiaires. Donc je les configure. Donc quand on dit routage ou commutation, déjà ça dépend quels sont les programmes que je vais mettre dans les nœuds. Est-ce que je vais mettre simplement des algorithmes de commutation ou là des algorithmes de routage, ou bien les deux. C'est à la demande. C'est-à-dire si Wahdi va demander de la commutation, donc je dois être capable de gérer de la commutation. S'il demande du routage, je suis capable de gérer le routage. Ok. Donc quand tu prends le réseau internet, tu peux trouver de tout. Ça dépend les réseaux que tu traverses.
Donc il y a certains qui prennent le routage, certains qui prennent en charge la commutation, certains qui prennent les deux. Maintenant, effectivement, comme tu dis, tu as donné un bon exemple. Je peux traverser un réseau en utilisant de la commutation et par la suite, je vais utiliser du routage. Donc on peut trouver un peu les deux techniques qui se superposent dans l'espace, c'est-à-dire dans des zones différentes, et dans le temps. Dans le temps, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire une phase, je vais utiliser le routage, par la suite, je vais utiliser la commutation, tel que c'est le cas dans l'établissement du circuit. D'autres questions? كاينه في الشات. J'imagine Baraka. Oui, Baraka, tu me dis quoi? Donc monsieur il va remplir toute la ligne de A par exemple. Après, il compare les éléments de la ligne de A. Alors, cette question, c'est par rapport à quoi? 9h53, tu l'as posé à 9h53. Donc, tout à l'heure, personne ne m'avait dit que tu avais posé une question. Je vais revenir. Un exemple de commutation pure. De commutation pure. La commutation pure, c'est-à-dire les chemins, à un certain moment, tu dois les calculer. Alors, ces chemins-là, soit tu les calcules avec routage, je ne vois pas d'autre façon de les calculer. C'est-à-dire qu'au départ, tu es obligé de calculer les chemins par routage. C'est-à-dire au départ, hein, c'est-à-dire que les chemins ne viennent pas. Quand tu as un réseau, tu ne peux pas connaître les chemins si tu ne fais pas de routage pour les découvrir. Donc la commutation, elle fait toujours appel au routage au moins en premier lieu pour calculer les routes. Parce que tu ne peux pas connaître les chemins. Tu dois les calculer, tu dois les construire, ces chemins-là. Une fois que tu les as construits, là, tu les enregistres. Ces chemins-là, tu ne les changes pas. Bon, tu peux les changer peut-être une fois tous les... Mais sinon, ils restent fixes pendant un certain temps et tu les donnes comme référence. C'est-à-dire que tu vas donner la référence de ce chemin-là et non pas la... Donc tu ne travailles plus avec les adresses logiques de destination. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Par contre, ta première question, elle concerne quoi quand tu parlais de... Oui, mais quel type de routage? Tu peux m'expliquer, Baraka, sur le chat? Est-ce que tu as compris ou là, est-ce qu'il y a besoin que je revienne, que je remonte sur ce point-là? Ah, tu as compris, ok. D'accord, ok. Bon, là, on va aborder quelque chose d'important, c'est la MTU. Alors, ce qu'on appelle la MTU, Maximum Transfer Unit, c'est la capacité de données que je peux transporter dans un réseau. Alors, concrètement, prenez les données, ils vont être encapsulés dans un paquet, et le paquet dans une trame. La trame, elle a une taille maximale. On avait vu par exemple dans HDLC. HDLC est un protocole de liaison, c'est-à-dire qu'il va construire une trame qui elle-même va contenir un paquet. C'est que le champ de données, par exemple une trame HDLC, contient un paquet, une autre structure, c'est une enveloppe dans une enveloppe. Donc la taille par exemple de HDLC, elle est limitée. On a pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que je ne peux pas transporter plus d'une certaine quantité, quel que soit le protocole de liaison. HDLC est un exemple de protocole de liaison. Mais vous prenez tous les protocoles de liaison, on a une taille maximale que je peux transporter. C'est que la trame ne peut pas dépasser une certaine taille. La première raison qui a été qu'on avait évoquée déjà, c'est par rapport à la détection des erreurs. On ne peut pas considérer une taille indéfinie. Pourquoi? Parce que la méthode que je vais utiliser pour la détection d'erreurs ne sera plus efficace. Donc il faut limiter une certaine taille pour que le protocole de liaison puisse fonctionner correctement. Parce que la détection et la vérification d'erreurs puissent garder toujours son efficacité. Maintenant, il y a un autre point, c'est que je dois aussi limiter le nombre de tailles que je transporte par rapport à une autre raison. C'est que comme les routeurs doivent sauvegarder les paquets momentanément dans des files d'attente, dans les mémoires, etc., il faudrait aussi que j'ai une taille fixe, c'est-à-dire une taille de paquet fixe. Il ne faut pas que la taille de paquet soit infinie ou non bornée. Ça me permet déjà de savoir quelle est la taille dans les tampons à réserver. J'ai un paquet, je le mets en file d'attente. Moi, j'ai
avec mes algorithmes, j'ai déclaré par exemple le fil d'attente de structure et la structure indique c'est un paquet. Il faut que je limite la taille de le paquet. Je dis par exemple maximum tel paquet, il fait 1000 octets. Et donc je vais réserver un espace de mémoire d'un 1000 octets. Donc il faudrait que j'ai une taille maximale sur laquelle je peux travailler. Donc ça c'est une raison autre qui a poussé justement à limiter la taille de la donnée qui est transportée dans le réseau. Alors la taille justement peut changer d'une technologie à une autre, d'un protocole à un autre. On n'a pas les mêmes tailles. On a toujours une borne, mais avec le MTU, il peut changer d'un réseau à un autre en fonction de la technologie qui utilise ce réseau-là. C'est ce qu'on appelle le MTU, c'est-à-dire que c'est la quantité de données que je peux transporter dans une trame. Ou là, si vous voulez, c'est la taille maximale d'un paquet. C'est ce qu'on appelle le MTU. La taille maximale d'un paquet qui peut traverser un réseau bien déterminé, une technologie de réseau. Bon, là, on n'a pas encore abordé, par exemple, les réseaux locaux. Peut-être que normalement, c'était le dernier chapitre, mais vous le verrez dans les modules qui suivent, notamment en deuxième semestre. Donc, il y a certains réseaux locaux qui permettent, par exemple, une MTU à 1500, qui est les réseaux Ethernet. Il y a d'autres qui peuvent monter jusqu'à 4000, d'autres qui ont 2000, etc. Donc, le paquet, si je suis, par exemple, dans un contexte d'un réseau large, qui est ma Internet, il peut traverser plusieurs réseaux avec des MTU différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas la même MTU. Un réseau, je vais passer, le maximum que tu peux transporter, c'est 2000. Je passe par un autre réseau, peut-être c'est moins, c'est plus, etc. Donc ça peut changer. Alors le problème qui peut survenir, c'est que quand j'envoie mes données au départ, je ne connais pas forcément les chemins que je vais traverser. Par exemple, si j'emprunte le routage. À la rigueur, la commutation, le chemin, je peux le connaître. Donc je peux me renseigner sur la MTU avant d'envoyer les données. Donc ça, c'est un avantage de la commutation. Parce que la commutation, le fait de connaître le chemin, me permet aussi de demander, c'est-à-dire quand je traverse les différents nœuds, sur la MTU de tous les réseaux que je traverse. Et dans ce cas-là, je peux savoir à l'avance comment réguler la quantité de données dans le paquet. Parce que si je prends par exemple un paquet qui contient plus de données que la MTU des réseaux traversés, là il y aura un problème. C'est-à-dire c'est comme si vous prenez la route encore une fois, avec un camion. À un certain moment, vous traversez un pont. Vous croyez que la hauteur elle est limitée. Donc vous êtes obligé de faire demi-tour. C'est comme ça la MTU. C'est-à-dire qu'il faut que vous vérifiez est-ce que votre véhicule peut emprunter les ponts ou les routes que vous allez traverser. S'il n'y a pas de problème, justement, une contrainte, par exemple, par rapport à la hauteur ou là, par rapport au poids. Il y a certaines routes qui sont interdites à 2 tonnes ou à 3 tonnes. Parce que la route peut s'affaisser. C'est comme ça la MTU dans le réseau Internet. C'est-à-dire que vous avez une capacité que vous pouvez transporter. Et si vous en transportez plus, vous ne passez pas. C'est-à-dire que si un paquet, par exemple, contient 3000 octets et qu'il passe par un réseau dont la MTU est égale à 2000, eh bien, il devra soit trouver un autre chemin, puis on va essayer de trouver un autre chemin qui permet de faire passer éventuellement ce paquet-là, sinon il sera détruit. On n'a pas le choix. Il sera détruit, on avertira la source que le paquet a été détruit parce que le MTU TAO il est supérieur au MTU du réseau traversé. En tout cas, sa taille elle est supérieure au MTU du réseau traversé. Donc c'est ça la MTU. Donc la MTU c'est la capacité de... ah pardon, j'ai dit une bêtise. J'ai dit qu'il sera détruit. Non, il sera détruit dans certains cas s'il ne veut pas être fragmenté. Donc la solution... dans ce cas-là, lorsque le paquet a une taille supérieure, c'est que s'il autorise, si le paquet autorise la fragmentation, c'est-à-dire qu'il sera découpé en petits morceaux, là le routeur va le découper. Maintenant, s'il refuse d'être fragmenté en petits morceaux, je vais essayer de lui trouver éventuellement un autre chemin. Si je ne trouve pas d'autre chemin, je le détruis. Donc la destruction, c'est vraiment la solution finale. C'est lorsque je ne peux pas appliquer éventuellement les autres solutions. Donc le premier choix, c'est de pouvoir diviser ou fragmenter le contenu du paquet en petits morceaux. C'est ce qu'on appelle les fragments. Si bien sûr le paquet l'autorise, parce qu'il y a un drapeau dans l'entête du paquet qui dit est-ce qu'il autorise la fragmentation ou non. S'il ne veut pas, parce qu'il y a des données qu'on ne tolère pas alors à la fragmentation, on refuse qu'elle soit fragmentée, ça dépend de la nature des données. Donc tout dépend ce qu'a permis le paquet, ce qu'il n'a pas permis. Donc si le paquet a autorisé la fragmentation, alors ce que va faire le routeur,
il va prendre le contenu en termes de données et l'envoyer sur plusieurs fragments, tels que chaque fragment ne dépasse pas la MTU du réseau traversé. Alors vous allez me dire, comment je vais reconnaître justement les fragments, comment je pourrais les réassembler? Et bien justement, je vais rajouter des informations supplémentaires dans l'entête de chaque paquet qui vont permettre à qui? Au destinataire final de pouvoir réassembler justement ces fragments. C'est-à-dire que lorsque les fragments vont arriver à la destination, lui, il va recoller les morceaux, de telle façon à reconstituer le paquet d'origine. Alors la fragmentation, c'est ce qu'on va voir dans cette partie du cours. C'est comment justement fragmenter, quels sont les mécanismes qui permettent de faire la fragmentation et comment réassembler à l'arrivée. Alors, il faut savoir qu'un fragment ou là, un paquet peut être fragmenté à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il peut être fragmenté ici, par exemple, une fois. Un même fragment, s'il a une taille qui est supérieure à un autre MTU, le MTU de notre réseau qui suit, il peut être refragmenté une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Tout dépend des réseaux traversés. Maintenant, c'est une question de taille. Maintenant, je peux avoir un premier fragment. S'il a une taille supérieure à un deuxième MTU, à un autre réseau, donc là aussi, je serai obligé de le refragmenter. Et tous ces fragments, quel que soit leur niveau, soit du premier niveau ou le deuxième, doivent être réassemblés pour reformer le paquet d'origine. Donc c'est ça le principe de la fragmentation. Est-ce que vous avez compris la notion de MTU? Oui, monsieur. Ok, donc le principe est le besoin de fragmenter. Donc si on ne fragmente pas, la fragmentation c'est la première solution, j'ai pas de choix. C'est-à-dire que si je dois faire passer les données par un réseau qui a une MTU inférieure à la taille du paquet, je suis obligé de fragmenter si le paquet l'autorise. Si le paquet ne l'autorise pas, deuxième solution, trouver un autre chemin alternatif. S'il n'y a pas de chemin alternatif, je détruis le paquet. Et j'informe la source que le paquet a été détruit parce que l'autorisation de fragmentation n'a pas été permise. Et dans ce cas-là, la source, si elle continue, c'est-à-dire si elle continue de refuser la fragmentation, donc il y aura toujours la même réponse, à moins qu'il y ait un autre chemin qui s'est libéré, jusqu'à qu'elle demande peut-être d'autoriser la fragmentation. Dans ce cas-là, je peux faire acheminer les données. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans les paquets? Dans les entêtes des paquets, on va trouver un certain nombre d'informations qui permettent justement la fragmentation. Donc, chaque fragment, il va connaître, bien sûr, je dois dupliquer l'adresse de destination si je suis dans le contexte du routage. Donc, je dois dupliquer l'adresse de destination. Je dois aussi dupliquer l'identifiant, parce que chaque paquet a un identifiant, un numéro qui permet de l'identifier. Donc, tous les fragments issus d'un même paquet d'origine vont avoir le même identifiant. C'est comme si c'était ses enfants. Et donc, tous les enfants, ils vont avoir le même nom. Donc, je vais recopier le nom au niveau de tous les fragments qui sont issus d'un même paquet d'origine. Et je vais rajouter une information que j'appelle l'offset. C'est-à-dire, c'est le déplacement, c'est le début, ou la place, la position du fragment par rapport au datagramme d'origine, l'oulan-câble. Ok, où est-ce que je vais placer? C'est comme si c'était un patchwork. C'est-à-dire que vous devez placer des morceaux. Il va me dire à quel emplacement je vais placer le fragment dans le datagramme d'origine. Et un bitmore qui me dit est-ce que le fragment Hada c'est le dernier ou là c'est pas le dernier. Quand on dit more en anglais, ça veut dire est-ce qu'il y a une suite. Donc si le bitmore est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite, c'est-à-dire qu'il est le dernier. Si donc c'est pas le dernier, forcément tous les autres fragments sont égaux à 1. Donc il y a un seul fragment qui a le bitmore qui est égal à 0. Tous les autres fragments normalement sont égaux à 1. Alors à quoi sert le bitmore? C'est pour clôturer le réassemblage à la destination. C'est-à-dire que lorsque la destination reçoit un premier fragment, pour qu'elle sache que classe, le paquet a été clôturé, c'est lorsqu'elle reçoit le dernier. Lorsqu'elle reçoit le dernier, elle sait que ça, c'est la limite. Il n'y en a pas d'autre. Parce que l'offset ne suffit pas. Quand je reçois des petits fragments, je ne sais pas ce que j'ai terminé, le recollement, le réassemblage, ou là. Il me faut une autre information pour me dire ça, c'est le dernier, ça, c'est pas le dernier. Parce que quand je reçois le dernier, je sais que c'est la limite.
sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire l'offset, la position, ne me permet pas de me dire est-ce que j'ai terminé le réassemblage. C'est simplement des positions. Je ne sais pas si le paquet, parce que je ne connais pas la taille du paquet. Je peux envoyer 20, je peux envoyer 30, je peux envoyer 40 octets au départ. Hein. La taille du paquet n'est pas renseignée. Donc c'est du cas du paquet d'origine. Hein. Ça, je ne la connais pas. Donc il me faut cette information pour justement clôturer le réassemblage au niveau de la destination lorsque je reçois tous les fragments. Sachant que les fragments peuvent emprunter des chemins différents et donc ils peuvent arriver dans un ordre totalement différent par rapport à l'ordre d'émission. C'est-à-dire que le dernier peut arriver en premier au niveau de la destination par rapport au premier. Et donc c'est ce bitmap qui permet justement de dire voilà, je le place ici, je sais que c'est le dernier, il me reste tout ce qui est avant à remplir. Et lorsque j'aurai rempli tout le contenu du paquet, là c'est bon, je peux remonter la donnée vers les couches supérieures. Par contre, lorsque je fais une fragmentation, il suffit qu'il y ait un fragment qui s'est perdu ou qui n'arrive pas à la destination pour demander à retransmettre tout le paquet. Parce que la destination, c'est pas elle qui est l'origine de la fragmentation. Celui qui a été à l'origine de la fragmentation, ce sont les routeurs. Ok. Donc le destinataire n'est pas responsable de la génération de ces morceaux, de ces fragments. Donc s'il ne trouve pas un morceau, il ne peut pas le reconstituer, il ne peut pas demander à ce qu'on lui retransmette qu'avec le morceau. D'ailleurs, même l'émetteur n'est pas responsable de la fragmentation. Donc si on lui demande de renvoyer un morceau qu'il ne connaît pas, parce que ce n'est pas lui qui l'a généré, donc lui ne peut renvoyer que tout le paquet. Ok. En tant qu'émetteur, j'ai envoyé tout un paquet. Si elle a été découpée en morceaux en cours de route, je ne suis pas responsable. Donc tu ne me demandes pas de te renvoyer un petit morceau. Moi, si je dois te renvoyer, je te renvoie le tout. Parce que à la base, je n'ai envoyé que la totalité du paquet. Je n'ai pas envoyé un morceau de ce paquet. D'ailleurs, je ne connais pas ces morceaux-là. Ok. Donc s'il y a un fragment qui a été entaché d'erreur ou là qui a été perdu, donc c'est tout le paquet qui devra être envoyé par l'émetteur. Alors, on a dans certains cas, pour éviter justement la fragmentation, parce que la fragmentation c'est une conséquence qui peut avoir justement, on vient de le voir, par la reprise d'erreur, etc., le fait de réassembler, donc elle a un coût. Donc il est préférable d'éviter à ce que la donnée soit réassemblée. Donc il y a les routeurs en général, quand il y a un mécanisme qui permet de renseigner sur la MTU, c'est-à-dire que quand on fait par exemple la commutation, donc avant de construire le chemin, lorsqu'il y a le paquet, donc on découvre les réseaux et on découvre leur MTU. Et donc on va avertir par exemple l'émetteur qui veut créer par exemple la commutation du circuit que voilà la MTU de tout le chemin. Comme ça, lorsque lui il va envoyer les paquets, il fera en sorte de ne pas remplir les paquets au-delà du MTU minimal de tous les réseaux qui sont traversés, pour éviter justement qu'il y ait une fragmentation. Donc ça c'est l'avantage de la commutation, c'est que le fait de la commutation, vous connaissez les chemins à l'avance, donc vous avez découvert les réseaux traversés, donc vous connaissez la MTU minimale de tous les réseaux que vous allez traverser. Donc vous allez éviter de remplir les paquets par des données qui dépassent cette MTU. Ok, donc vous éviterez qu'il y ait fragmentation. Par contre, si vous faites le routage, c'est pas évident parce que vous ne connaissez pas les réseaux que vous allez traverser. Donc c'est là où justement cette fragmentation pourra avoir lieu. Donc là, c'est un avantage de la commutation par rapport au routage. Alors, on va donner un exemple, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc là, exemple, donc là on va considérer un paquet qui a 2220 octets. Ok, donc ça c'est la taille du paquet. Et on doit traverser trois routeurs, R1, R2, R3. Là vous voyez que les MTU des réseaux à point intermédiaire ne sont pas les mêmes. J'ai premier MTU à 2000, بعد هنايا 1000 وبعد هنا 500. Donc le paquet il va arriver en premier routeur R1. D'accord. La taille elle est supérieure au MTU du réseau traversé. Donc qu'est-ce qu'il va faire R1? Bon, alors si la fragmentation elle est autorisée, il va être amené à fragmenter ce paquet là en morceaux.
Alors, on va supposer que le paquet, il a un en-tête, parce que le paquet, il a un en-tête. Alors, si je prends par exemple le protocole TCP/IP, donc c'est la référence, la taille du paquet, la taille de l'en-tête du paquet, c'est 20 octets. Quand on va fragmenter, on ne fragmente pas l'en-tête. L'en-tête, ce n'est pas la donnée. On va fragmenter les données qui sont transportées. C'est-à-dire c'est l'information utile qui va être fragmentée en morceaux. Donc, quand vous allez faire les calculs, donc vous enlevez d'abord les 20 octets. Tu as l'en-tête du paquet. Donc, il va me rester 2200. Donc, c'est 2200 qui doivent être fragmentées. C'est les données que je dois fragmenter, et non pas l'en-tête. Donc, la MTU Hnaya, elle est égale à 2000. Quand je dis MTU, c'est la taille maximale du paquet. En tête comprise, c'est-à-dire que l'en-tête, elle fait 20 octets. Donc, ce que va transporter au maximum le paquet ici, c'est 1980 octets de données. Ok, dans ce réseau. Hnaya, c'est 980 octets de données. Hnaya, c'est 480 octets de données, parce que je ne comptabilise pas l'en-tête. L'en-tête, c'est des informations de service que je rajoute. Ok. Alors, le paquet Hnaya, tu as 2220 octets. Donc, il va contenir 2200 octets de données utiles et 20 octets d'en-tête. Donc, ce qui est fragmentable, c'est tout sauf l'en-tête, c'est-à-dire c'est 2200. Donc, j'aurai ici deux fragments. Le premier fragment, bon, c'est le même identifiant. On va supposer que Hada, il s'appelle F. Il va avoir l'identifiant F. Donc, le premier identifiant, le premier fragment, pardon, il va hériter donc, le même identifiant que le paquet d'origine, à savoir F. Il va transporter maximum 1980 octets de données utiles, on dit 20 octets pour l'en-tête. Le déplacement, la position tau, l'offset tau, par rapport au datagramme d'origine, c'est le premier fragment, c'est 0. Et est-ce que c'est le dernier? Non. Donc more égale à 1. Ensuite, le reliquat, le reste, par rapport à 2200 octets de données. Donc ce qui va rester, c'est 220. Ok. Maintenant, encore une fois, je fragmente l'information utile. Donc 1980 plus 220, ça vous donne 2200. Bon, le deuxième fragment, je le mets aussi dans un... je lui rajoute une en-tête qui va consommer 20 octets. Vous voyez que j'ai le même identifiant que le datagramme d'origine. Par contre, le déplacement, c'est la suite de le premier fragment, c'est-à-dire c'est à partir de 1980. Est-ce que c'est le dernier? Oui, c'est le dernier fragment, donc je mets more égale à 0. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la première phase? Donc ça, c'est le résultat à la sortie du routeur R1. C'est-à-dire le routeur R1 va me produire deux fragments issus du paquet qui est en entrée, le paquet header. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la première phase? Non, mais c'est clair. D'accord. Au niveau de R2, je vais recevoir les deux fragments F1 et F2 de manière séparée. Et là, je ne sais pas d'où ils viennent. D'ailleurs, je m'en fous quelque part. Je vais les traiter comme si c'était des paquets totalement indépendants. Donc, je vais recevoir le premier paquet F1. Est-ce qu'il va être fragmenté? Tout dépend de sa taille. La taille tau, elle fait 2000. Le MTU TI, c'est 1000. Donc, forcément, je suis obligé de le fragmenter à un niveau 2, une deuxième fois. Donc, F1 va générer 3 fragments. Là, vous voyez que c'est le même identifiant F. Donc, je raisonne toujours par rapport à l'identifiant du datagramme d'origine, même si c'est dans le fragment. Bon, je prends l'identifiant, je le recopie. Donc, tous les fragments issus vont avoir le même identifiant. Donc, le premier fragment issu de F1, que je vais appeler F11 ici, que je vais noter F11, va avoir un maximum, va transporter au maximum 980 octets. Je rajoute les 20 octets à l'en-tête. Le déplacement, tu as le premier fragment du premier fragment F1, donc ça va être 0. Est-ce que c'est le dernier? Non. En bas, le deuxième fragment, ça sera la suite. En termes de déplacement, c'est 980. Est-ce que c'est le dernier? Non. En bas, le dernier fragment du premier fragment, ça va être le reliquat. Alors, qu'est-ce qu'il reste?
ici 1980. Alors vous faites la somme, 980, 980, ça vous fait 1860. Donc il vous reste un reliquat de 20 octets à transporter. Donc ça sera le contenu du troisième fragment. Donc il va contenir les derniers 20 octets. Et le déplacement tau, c'est la somme des deux tailles, c'est 1960. D'accord? Donc est-ce que c'est le dernier? Non. Alors c'est pas le dernier parce qu'il faut toujours raisonner par rapport au paquet d'origine. Donc je fais un héritage en général. C'est-à-dire si le père Ta'i a un mort égal à 1, forcément tous les enfants Ta'an, ils vont avoir un mort qui est égal à 1. Donc c'est automatique. Parce que c'est pas le dernier. Hein. C'est pas le dernier fragment. Le dernier fragment, il est là. C'est toujours F2. Parce que quand je fais le réassemblage ici, je fais le réassemblage de tous les fragments. J'ai j'ai pas terminé. Simplement, c'est les morceaux qui sont associés à F1. Mais F2. Alors F2, est-ce qu'il sera fragmenté par R2? Ben, tout dépend de sa taille. Alors sa taille c'est 240, ben, c'est inférieur à 1000, donc il ne sera pas fragmenté. Donc Ada, il va passer normalement le réseau vers R3. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette deuxième phase? Non, monsieur. Bon, reste maintenant le troisième réseau qui a une MTU encore inférieure qui est égale à 500. Donc je peux transporter maximum 480 octets de données. Donc là, il faut voir ce qu'il y avait comme résultat. Donc là, je vais obtenir F11, F12, F13 et F2. Donc il y aura 4 fragments qui vont arriver vers R3. Donc les 3 fragments issus de F1 et le fragment F2 issu du premier fragment F. Donc là, il faut voir la taille de chacun. Alors, on va voir. Donc F11, il fait 980. Donc AD, il va être fragmenté, AD, il va être fragmenté, AD, il ne va pas être fragmenté. F13 et F2 ne vont pas être fragmentés parce que leur taille est inférieure à 500. Donc il faut fragmenter F11 et F12. Donc F11, il va me donner lui-même 3 fragments. Donc rappelons que la taille de F11 est égale à 1000. Donc je vais prendre un premier fragment qui va contenir maximum 480, déplacement 0. Donc le deuxième c'est la suite, c'est 480, déplacement 480, est-ce que c'est le dernier? Non. Le dernier F113, donc c'est le reliquat, 480 plus 480 ça vous donne 960, il vous reste 20 octets qu'il faut mettre dans le troisième fragment. Donc le déplacement c'est 960. Donc mort égale à 1, ce n'est pas le dernier. F12, donc il va être fragmenté de la même manière, c'est les déplacements qui vont changer. Donc là c'est la suite. Donc le premier fragment à F12 c'est 980, la position Tau, c'est la suite. Tu as le troisième fragment du fragment F11. Et ensuite vous avez la suite c'est F112, c'est donc déplacement Tau c'est 1460 et il vous reste toujours un reliquat de 20 octets, c'est le dernier. C'est toujours pas le dernier parce que le dernier c'est F13. Hein. C'est le dernier fragment. Donc c'est lui qui aura le bit mort égal qui est égal à 0. Lorsque le fragment perd un mort égal à 1, forcément tous ses fils auront un mort égal à 1. Si par exemple, on va revenir ici sur F13, F2 plutôt, pardon. Si F2 était fragmenté, c'est là où je vais voir ses fils, c'est-à-dire que le dernier, c'est le dernier fils de F2 qui va hériter du bit mort égal à 0. Ok, donc la première fois, forcément c'est Hada qui sera le dernier. Maintenant, s'il est encore fragmenté F2, c'est l'un de ses fils, le dernier qui aura le bit mort égal à 0, ainsi de suite. Donc j'hérite toujours du père qui aura un mort égal à 0. C'est là où je vais retrouver le dernier fragment. Bon, Hada il va rester toujours le dernier, parce qu'il n'a pas été fragmenté une deuxième fois. Donc à l'arrivée, comment je vais réassembler? C'est en fonction des informations qui sont transportées dans l'entête des fragments. C'est-à-dire que je regarde la F11. Donc je vais le placer où? Je vais le placer à la position 0. Ok, j'ai l'entête que je vais reconstituer. Ensuite, je prends les fragments quand ils arrivent et je regarde l'offset.
et bien sûr le bitmall pour me dire est-ce que c'est le dernier ou non. Donc je sais qu'il va se positionner à l'instant, à l'instant à la position 0. Le F112 il va se positionner à la position 480. Le F113 à la position 960. Et le F121 donc à la position 980 parce qu'il contient simplement 20 octets. Et Heda à la position 1460. Donc vous voyez, je vais reconstituer les trous parce que les fragments n'arrivent pas forcément dans le même sens qu'ils ont été fragmentés ou là qu'ils ont été envoyés. Donc je peux recevoir par exemple F13, on va de F111, on va de F113. Et justement, je cherche à remplir tous les trous de telle façon à reconstituer le paquet jusqu'au paquet qui aura le bit mort qui est égal à 0. C'est le dernier, c'est-à-dire c'est F2. C'est F2 qui a le bit mort qui est égal à 0. Donc c'est lui qui va me limiter, il va me dire que c'est la fin. S'il n'y avait pas le bit mort, je ne peux pas savoir est-ce que j'ai clôturé la fin du paquet ou là. Donc c'est important d'avoir le bit mort. C'est pour me dire là c'est bon, il n'y a pas quelque chose après qui vient. Ok. Donc quand j'ai ça, quand j'ai cette limite, il me reste simplement à attendre l'arrivée des autres fragments pour justement remplir tout le contenu. Et là je peux réassembler, je peux remplir justement le contenu du paquet d'origine, et une fois que je l'ai rempli, je peux l'envoyer vers donc la couche supérieure pour traitement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la fragmentation? Non, mais c'est clair. Ok, donc si c'est clair, on se voit demain, Inch'Allah. Alors rappelez-moi demain pour qu'on discute du contrôle, hein, parce qu'on m'avait posé la question. Donc demain, au début, vous me rappelez s'il vous plaît pour que je n'oublie pas. Ok. Oui, d'accord. Pour décider des chapitres, etc. Donc on va prendre 5 minutes pour discuter des chapitres à réviser et quand est-ce qu'on fera le contrôle, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah, نقرأ présentiel ou là en ligne? Il est clair que le contrôle, je ne peux pas vous le faire à distance, je suis obligé de venir. Hein. Mais on aura terminé je pense le programme, on le terminera mercredi. Hein. Donc après on pourra faire une révision ou bien et le contrôle, bon ça va nous prendre une demi-heure, pas plus. Mais c'est pas clair parce que peut-être qu'ils vont changer les horaires, ils vont changer peut-être c'est pas la semaine prochaine, peut-être c'est après-semaine parce que c'est un peu compliqué. Comme ils ont retardé le concours, il y avait un concours qui devait avoir lieu, donc ils peuvent remettre en cause ce qui était prévu. C'était prévu effectivement le présentiel la semaine prochaine, mais ça peut être remis en cause. On en discutera demain, Inch'Allah. D'accord. Alors, Merci. D'accord, merci.